Quand un puissant magnate tendit une seule pièce d'1 € à la fille de sa femme de ménage, il n'y pensa pas davantage. Mais ce que la fillette fit de cette pièce résonnerait dans son âme pour toujours. C'était un homme qui possédait tout des tours des domaines pétroliers des empires, et pourtant il ne pouvait pas racheter le son du rire qui autrefois emplissait sa maison. Le monde l'appelait un milliardaire, un génie des affaires. Mais derrière les murs de verre de son penthouse parisien, Khalin Al-Jawd n'était qu'un homme hanté par le silence. Un matin, la fille d'une domestique curieuse, vive et sans invitation, entra dans ce silence et posa une question qui allait fissurer tout son monde. Pour la faire taire, il lui tendit une simple pièce d'1 €, un geste vide, un réflexe pour la renvoyer. Mais ce qu'elle allait en faire le laisserait sans voix et changerait leurs vies à tous deux. Une seule pièce d'1 € ne peut pas acheter grand-chose, mais elle peut acheter un avenir. C'est l'histoire d'un homme qui avait tout, mais ne ressentait rien, et d'une petite fille qui n'avait rien, mais donna tout. Leurs deux mondes allaient se croiser d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le silence dans le penthouse valait plus que l'or. C'était un silence soigneusement fabriqué, maintenu par des vitres triples qui repoussaient le grondement de la ville 80 étages plus bas. C'était le silence des tapis épais, tissés à la main, avalant chaque pas le silence d'un cœur qui avait oublié comment battre. Khalin Al-Jawd se tenait devant l'immense baie vitrée, sa silhouette découpée sur l'horizon de Paris. À 45 ans, il était un titan de l'industrie, un nom qui faisait trembler les marchés et pâlir les ministres. Son costume sur mesure murmurait la richesse. Sa montre chef-d'œuvre d'horlogerie suisse coûtait plus qu'un appartement dans le Marais. Il avait bâti un empire sur les cendres de celui de son père, transformant la fortune pétrolière familiale en un conglomérat mondial mêlant technologie, immobilier et finance. Les hommes le respectaient, ses concurrents le craignaient, mais la joie à cette monnaie étrangère restait introuvable même pour lui. Son univers était une forteresse de marbre, d'acier et de verre, un monde de décisions froides et de risques calculés. Cela faisait 5 longues années qu'un véritable sourire n'avait pas traversé son visage depuis le jour où il avait perdu Élise, son épouse, et leur fils Julien, dans un accident de voiture sur une route côtière de Bretagne. Le monde voyait un milliardaire tout-puissant. Lui voyait un roi régnant sur un empire de fantômes. Un carillon discret annonça l'arrivée du café du matin. Quelques instants plus tard, Clara Maillot entra dans la pièce. Femme d'une 30aine d'années, aux yeux fatigués, mais au port plein de douceur, elle dirigeait le service du domicile privé. Efficace, silencieuse, presque invisible, exactement comme Khalin l'exigeait. Elle déposa la tasse de porcelaine sur la table basse, chacun de ses gestes précis et mesurés. « Merci, Clara », dit Khalin d'une voix grave et régulière, sans même tourner la tête. « Je vous en prie, monsieur Al-Jawd », répondit-elle doucement. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la pièce, une petite silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. C'était Léa, sa fille de 8 ans, aux cheveux couleur de miel et aux yeux bleus comme un ciel d'été. Elle n'aurait pas dû être là. Les enfants du personnel étaient strictement interdits dans les étages résidentiels. Clara avait été contrainte de l'amener ce jour-là. L'école de Léa avait été fermée à cause d'une fuite d'eau et aucune nourrice n'était disponible si tôt. Elle lui avait ordonné de rester sage et immobile dans le salon du personnel. Mais la curiosité d'une enfant de 8 ans est une force redoutable. Léa observa l'homme, grand et imposant, près de la fenêtre. Sa mère lui avait dit qu'il était très important, comme un roi dans un conte. Mais il avait surtout l'air triste. Son arrière-grand-père, un ancien soldat, décoré dont le portrait trônait sur sa table de chevet, lui avait appris qu'on pouvait lire la véritable histoire d'une personne dans ses yeux. Les siens semblaient vides. Khalin finit par se tourner vers l'enfant, les sourcils froncés d'agacement. Il n'aimait ni les interruptions, ni les surprises.
Toute sa vie était réglée pour les éviter. Clara, dit-il d'un ton sec, je crois avoir été très clair sur ce point. Le visage de Clara pâlit. Je suis désolé, monsieur. Cela ne se reproduira plus. Léa, excuse-toi auprès de monsieur Aljode et retourne immédiatement au salon. Léa s'avança les mains jointes dans le dos. Elle ne baissa pas les yeux par peur, mais fixa directement Kalin. De Satis, je suis désolé d'être là où je ne devrais pas être, monsieur, dit-elle d'une voix claire et assurée. Mais je ne voulais pas espionner. Je me demandais seulement si d'ici vous pouviez voir les anges. Kalin resta interdit. La question était si inattendue, si étrangère à son monde fait de chiffres et de fusions d'entreprises. Les anges, répéta-t-il la voix plate. Mon arrière-grand-père dit qu'ils vivent dans les nuages, expliqua Léa très sérieuse. Il est là-haut avec eux maintenant, dit Léa avec une gravité d'enfant. Je me disais que, depuis votre fenêtre, vous êtes peut-être assez haut pour le voir. L'évocation d'un être cher disparu fit tourner une clé dans la serrure rouillée du cœur de Kalin. L'image de son fils Julien traversa son esprit vive et douloureuse. Julien posait sans cesse ce genre de questions, empli d'émerveillement, un émerveillement que Kalin avait oublié depuis longtemps. L'irritation qu'il ressentait dans sa poitrine se dissipa remplacée par une douleur sourde. Il glissa la main dans sa poche. D'un geste raide, sortit son portefeuille en cuir noir et en retira une pièce brillante d'1 €. Il se pencha, geste inhabituel pour lui, jusqu'à sentir ses genoux protester, et la tendit à la fillette. « Tiens, » dit-il d'une voix sans chaleur, comme un moyen d'écourter ce moment gênant. « Achète-toi un bonbon. » Léa regarda la pièce, puis leva les yeux vers lui. Au lieu de la prendre tout de suite, elle leva sa petite main et toucha doucement la manche de sa veste. « Votre manteau est très doux, » dit-elle simplement, puis elle prit la pièce. « Merci, monsieur. Je ne la gaspillerai pas. » Elle fit une petite révérence, un geste si ancien qu'il en était presque comique, puis disparut dans le couloir. Clara, mortifiée, baissa la tête. « Toutes mes excuses, monsieur. Assurez-vous simplement que cela ne se reproduise pas, » répondit Kalin en se tournant vers la fenêtre, refermant déjà la brèche minuscule qui venait de s'ouvrir dans son armure. Il chassa aussitôt l'incident de son esprit. Ce n'était qu'une anomalie insignifiante dans une journée consacrée à des décisions valant des milliards. Dans 1 heure, il devait présider une réunion du conseil pour discuter de la démolition de l'ancien bâtiment Montclair, un édifice historique que sa société venait d'acquérir. Il représentait un gouffre financier sur un terrain d'une valeur inestimable. Son conseiller principal, Xavier Duret, plaidait depuis des mois pour sa destruction chiffre. À l'appui, un nouveau gratte-ciel sur ce site rapporterait des centaines de millions d'euros. La décision était logique, pure affaire. Kalin avait déjà tranché, le bâtiment serait rasé. Il ne pensa plus à la fillette, ni à la pièce d'1 € pour le reste de la journée. Mais dans le monde des choses oubliées et des gens invisibles, cette pièce allait déclencher une chaîne d'événements monumentales. Durant la semaine suivante, la vie reprit son cours rigide et silencieux. Kalin errait d'une salle de réunion glaciale à des dîners solitaires tel un fantôme dans sa propre existence. Il signa les ordres préliminaires de démolition du bâtiment Montclair, ignorant le léger tiraillement de doute qu'il ressentait sans savoir pourquoi. Xavier le félicita pour sa fermeté, affirmant qu'il s'agissait du meilleur choix pour les bénéfices du groupe. Clara, quant à elle, demeurait exemplaire, efficace, discrète, irréprochable. Elle ne ramena jamais Léa au Penthouse et l'incident parut oublié de tous. Mais Léa, elle n'avait rien oublié et elle n'avait pas dépensé la pièce pour un bonbon. Cette pièce lui semblait précieuse. C'était le premier argent qu'on lui donnait, sans lien de famille, et elle y voyait une sorte d'épreuve. Son arrière-grand-père, le sergent Henri Maillot, ancien soldat décoré de la Croix de guerre,
lui répétait toujours « Ce n'est pas la taille du don qui compte, ma petite, mais la grandeur du cœur qui lui donne un sens. » Léa savait exactement quel serait le sens de cette pièce. Au sud du domaine Aljode se trouvait un lieu que presque personne ne visitait, le jardin d'Élise. Le jardin commémoratif de l'épouse disparue de Calais. De son vivant, Élise y trouvait refuge, un véritable sanctuaire où éclatèrent les couleurs et la vie. Elle y avait fait venir des fleurs rares, du monde entier taillait elle-même les rosiers et passait des heures assise sur le banc de pierre sous le vieux saule. Après sa mort, Calais n'avait plus supporté la vue du lieu. Il avait ordonné au jardinier de n'en faire que le strict entretien, aucune nouvelle plantation, aucun soin particulier. Le jardin, comme son maître, s'était lentement fané. Les fontaines étaient à sec, les mauvaises herbes percèrent les dalles. Les rosiers n'étaient plus que des ombres de beauté passée. C'était un lieu magnifique, en train de mourir de chagrin. Léa avait aperçu le jardin depuis une fenêtre du service et l'avait trouvé d'une tristesse insondable. Alors, le samedi suivant, avec la permission de sa mère, elle emporta sa pièce d'1 € jusqu'à un petit marché horticole du quartier. Ce n'était pas assez pour un pot de fleurs, ni pour une plante rare, mais suffisant pour 2 petits sachets de graines, des soucis et des volubilis. Des fleurs simples, résistantes, qui poussent facilement et apportent partout un éclat d'orange et de bleu. Le lendemain, profitant du dimanche, où les jardiniers étaient absents, Léa se glissa discrètement dans le jardin d'Élise. L'air était immobile, chargé d'une odeur de terre humide et d'abandon. Elle trouva un petit carré de terre vide près du banc de pierre, là où le soleil perçait à travers les branches du saule. Ses mains étaient petites, mais sa détermination aurait rendu son arrière-grand-père fier. Elle arracha les mauvaises herbes, le visage noirci de poussière, retourna la terre à l'aide d'une branche tombée, puis planta soigneusement les graines, les recouvrant doucement de terre brune, tassée de ses paumes. Léa n'avait pas d'arrosoir, alors elle utilisa un vieux gobelet en plastique trouvé près d'une entrée de service qu'elle remplit encore et encore à un robinet latéral du bâtiment. Il lui fallut presque 1 heure pour offrir à son petit carré d'espoir une vraie gorgée d'eau. Lorsqu'elle eut terminé, elle recula et contempla son travail. Ce n'était qu'un petit carré de terre sombre et humide. Mais dans son esprit, elle voyait déjà les éclats d'orange des soucis et le bleu vif des volubilis s'élever vers le soleil. « C'est pour le roi triste, » murmura-t-elle aux graines. « Et pour son ange, » ajouta-t-elle avant de reprendre son rituel secret. Chaque matin avant l'école, elle se glissait dans le jardin d'Élise et avec son gobelet arrosait les semis, leur parlant doucement, leur disant qu'ils devaient être forts, comme l'avait été son arrière-grand-père. Pendant ce temps, Calais restait dans l'ignorance. Toute son attention était tournée vers le bâtiment Montclair. Les derniers permis de démolition devaient être signés dans 2 semaines. Et une conférence de presse était prévue pour annoncer le projet qui le remplacerait, une tour de verre et d'acier, froide et impersonnelle, baptisée Tour Aljode. Une nuit incapable de dormir, Calais erra dans son penthouse. Le silence semblait plus lourd que d'ordinaire. Il passa devant la chambre close de son fils, cette porte devenue un monument à la douleur, puis sortit sur la terrasse, d'où il observait les vastes jardins de sa propriété. Ses yeux glissèrent vers le sud, là où s'étendait le coin sombre et oublié du jardin de son épouse défunte, et il aperçut quelque chose d'étrange, une petite lumière vacillante. Son premier réflexe fut d'y voir un problème de sécurité, un intrus. Il attrapa son téléphone, prêt à appeler le chef de la sécurité, mais s'interrompit. La lumière ne bougeait pas comme une lampe de poche. Elle était basse, proche du sol. La curiosité, une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis des années, l'emporta. Il prit l'ascenseur privé jusqu'au rez-de-chaussée et sortit dans la fraîcheur nocturne. Il resta dans l'ombre, ses chaussures de cuir glissant sans bruit sur les dalles de pierre. En s'approchant, il distingua que la lumière venait d'une petite lanterne à piles. Et à côté,
Agenouillée dans la terre, se trouvait Léa fredonnant un air doux, tandis que ses mains s'affairaient tendrement autour d'un carré de terre. Kalin l'observa, caché derrière une haie mal taillée. Il la vit verser de l'eau avec son gobelet en plastique et remarqua de minuscules pousses vertes, à peine hautes d'1 centimètre perçant la surface du sol. Il sortit de l'ombre. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il. Sa voix n'était pas fâchée, mais ferme assez pour faire sursauter la fillette. Léa bondit sur ses pieds, les yeux écarquillés. « Je suis désolé, monsieur Aljoud. Je sais que je ne devrais pas être ici. Je voulais juste arroser mes fleurs. »« Tes fleurs ?» répéta Kalin en baissant les yeux vers le petit carré de verdure. « Où les as-tu eues ?»« Je les ai achetées, » répondit-elle fièrement. « Avec la pièce que vous m'avez donnée. J'ai acheté des graines. » Elle montra les jeunes pousses à peine visibles. « Ce sont des soucis, et là des volubilis. Maman dit que ce sont des fleurs heureuses. Le jardin avait l'air si triste, je voulais le rendre heureux à nouveau. » Kalin la fixa, puis observa les petites pousses. Le visage de l'enfant était sincère, son explication simple, dénuée de toute arrière-pensée. Elle avait pris son geste distrait, cette pièce donnée, pour la faire partir, et l'avait transformée en acte de guérison pour un lieu qu'il avait abandonné. Elle avait planté la vie dans un espace qu'il avait condamné à la mort. Pour la première fois depuis 5 ans, Kalin sentit quelque chose se fissurer en lui, une lourde pierre gelée dans sa poitrine se craqueler. Il regarda le jardin vraiment pour la première fois depuis la mort d'Élise. Il vit la négligence, le fantôme de ce qu'il avait été. Et au milieu de tout cela, ce petit carré de vie, nouvelle, obstinée. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-il encore, mais sa voix était plus douce. « Ces fleurs ont besoin d'eau pour pousser. Mais le robinet que tu utilises fournit de l'eau non filtrée. Elle pourrait les abîmer. » Il s'approcha d'un vieux panneau de commande rouillé sur le mur qu'il n'avait pas touché depuis des années et actionna plusieurs interrupteurs. Un grondement sourd monta des profondeurs. Les pompes se mirent en marche. Quelques secondes plus tard, la fontaine de pierre au centre du jardin se remit à bouillonner et le système d'arrosage s'activa, projetant une pluie légère sur les massifs assoiffés. Léa poussa un cri d'émerveillement, ses yeux brillants à la lueur de la lune. « Vous l'avez rallumé. »« Les fleurs en avaient besoin, » répondit Kalin, la gorge serrée. « Allons, il est tard, tu devrais être au lit. » Il marcha à ses côtés, jusqu'au quartier du personnel, un homme imposant et silencieux, à côté d'une petite fille, aux genoux couverts de terre. Devant sa porte, il s'arrêta. « Léa, » dit-il. Elle leva les yeux vers lui. « Merci. » Ces mots lui parurent étrangers, mais ils étaient vrais. Il la regarda entrer, puis resta longtemps dans le couloir silencieux. Il avait dépensé des millions en œuvres d'art, en voitures, en immeubles. Il avait fait d'énormes dons à des associations pour les avantages fiscaux et les applaudissements du public. Mais une fillette avec une pièce d'1 euro et quelques graines venait de lui offrir quelque chose qu'aucune fortune n'aurait pu acheter, un fragment d'espoir. Mais une fillette avec des graines achetées pour 1 euro venait de lui offrir un cadeau plus précieux que toute sa fortune. Elle lui avait rendu une étincelle d'espoir. En regagnant son penthouse vide, il ne pensa ni au permis de démolition, ni au cours de la bourse, mais à la couleur qu'aura les soucis lorsqu'il fleurirait. L'incident du jardin devint le secret de Kalin. Il n'en parla à personne, pas même à Clara, mais il commença à changer peu à peu, presque imperceptiblement. Chaque matin, il prenait son café sur la terrasse, non plus pour contempler sans but la ville, mais pour regarder en bas vers le jardin d'Élise. Il observait Léa désormais, aidée par le système d'arrosage, s'occuper avec soin de son petit carré de fleurs. Les pousses grandissaient fortes et droites. Il se surprenait à chercher des prétextes pour passer par les étages inférieurs en fin d'après-midi, à l'heure où Léa rentrait de l'école. Souvent, il la voyait dans la petite bibliothèque du personnel concentré sur ses devoirs.
Il découvrit qu'elle était une élève brillante, passionnée par la lecture, surtout par les histoires de héros et de grands explorateurs. Un jour, il s'approcha d'elle, un livre relié de cuir à la main. « On m'a dit que tu aimais lire », dit-il d'un ton toujours formel. Léa leva la tête surprise. « Oui, monsieur. C'était le livre préféré de mon fils », ajouta Câlin en le posant devant elle. C'était un recueil d'histoires sur les grands explorateurs. Julien l'avait lu tant de fois que la couverture s'était détachée. Il l'avait fait relier à neuf. Léa contempla l'ouvrage, puis leva les yeux vers lui. Dans son regard, elle aperçut une lueur de douleur. « Comment s'appelait-il » demanda-t-elle doucement. « Julien » répondit Câlin. Le nom lui échappa comme une bouffée d'air du passé. « C'est un très joli prénom » dit Léa avec sérieux. « Je prendrai grand soin de son livre. » Leurs conversations devinrent un rituel discret. Câlin lui demandait sa journée, ce qu'elle apprenait à l'école. Il ne parlait jamais de lui, mais l'écoutait avec une attention qu'il ne réservait d'ordinaire qu'aux négociations de haut niveau. Il apprit que son arrière-grand-père, le sergent Henri Maillot, lui avait enseigné que l'honneur c'est ce qu'on fait, quand personne ne regarde. Il apprit aussi qu'elle rêvait de devenir institutrice. À travers la vision simple et honnête de Léa Câlin, commença à percevoir sa propre vie sous un nouveau jour. Il vit l'isolement qu'il avait bâti autour de lui, le vide de ses réussites. Il était un homme qui possédait des horizons, mais sans personne avec qui les partager. Pendant ce temps, la pression pour démolir le bâtiment Montclair augmentait. Xavier Duret, son conseiller principal, devenait de plus en plus insistant. Depuis plus de 10 ans, cet homme ambitieux et calculateur faisait partie du cercle le plus proche de Câlin. Les investisseurs s'impatientent. « Câlin », dit-il un après-midi, dans le bureau du magnate. Les contrats définitifs doivent être signés d'ici vendredi. Tout retard serait perçu comme une faiblesse. Cela pourrait affecter les actions. « C'est un bâtiment historique, Xavier », répondit Câlin en observant les plans architecturaux. Cette phrase lui parut étrange dans sa propre bouche. Une semaine plus tôt, il n'aurait pas eu cette pensée. « C'est une vieille structure inefficace, bâtie sur un terrain qui vaut une fortune », répliqua Xavier d'un ton lisse. « Son histoire est sans intérêt pour notre portefeuille. Le progrès exige qu'on regarde vers l'avenir, pas vers le passé. » Ce soir-là, Câlin traversait les jardins lorsqu'il aperçut Léa assise sur le banc de pierre, le livre des explorateurs ouvert sur ses genoux. Les soucis et les volubilis étaient maintenant en pleine floraison éclatant d'orange et de bleu au milieu du vert terni du reste du jardin. « Que lis-tu ce soir » demanda-t-il en s'asseyant à l'autre bout du banc. « Ferdinand Magellan » répondit Léa les yeux brillants d'enthousiasme. Il a fait le tour du monde. Il voulait voir ce qu'il y avait de l'autre côté. C'était un homme courageux, dit Câlin. Et il a sauvé son navire, ajouta Léa avec sérieux. La Victoria, parce que même quand on part vers du nouveau, il ne faut jamais oublier ce qui nous a permis d'y arriver. C'est ce que mon arrière-grand-père disait toujours à propos de sa vieille Jeep militaire. Ces mots frappèrent de Câlin avec une force inattendue. Il ne faut jamais oublier ce qui nous a permis d'y arriver. Il pensa au bâtiment Montclair. C'était le premier grand achat qu'il avait fait avec son père des décennies plus tôt, un pari risqué qui avait presque provoqué leur ruine, mais qui avait finalement fondé leur empire immobilier. Son père aimait l'architecture classique du bâtiment, son caractère intemporel, sa solidité. Le détruire ne serait pas seulement abattre des briques et du ciment, ce serait effacer un fragment de son histoire, un morceau de son père. « Léa » demanda Câlin d'une voix lente. « D'après toi, qu'est-ce qui est plus important, construire quelque chose de nouveau ou sauver quelque chose d'ancien ?» Léa réfléchit un instant, le doigt sur le menton. « Je crois que ça dépend. Si l'ancien est cassé et triste, peut-être qu'il faut du neuf.
Mais si l'ancien est encore fort et qu'il suffit juste d'un peu d'aide pour redevenir beau, alors il faut le sauver. Comme ce jardin. La vérité sort de la bouche des enfants, pensa Calin. Et pour la première fois, il comprit qu'il s'apprêtait à détruire son propre héritage pour une tour de verre sans âme, tout cela parce qu'un conseiller lui avait dit que c'était rentable. Il s'était tellement égaré dans son chagrin qu'il en avait oublié les leçons de son propre père, la valeur de l'histoire d'un socle sur lequel on se tient. Il regarda Léa qui suivait du doigt la route de Magellan sur la carte, puis les fleurs qu'elle avait fait pousser avec une simple pièce, et il prit une décision. Le lendemain matin, il convoqua une réunion d'urgence. « Xavier, dit-il d'une voix ferme, stoppez le projet de démolition du bâtiment Montclair. Effet immédiat. » Le visage de Xavier Duret, d'ordinaire impassible, laissa passer un éclair de stupeur, qui l'étouffa aussitôt. « Calin, puis-je savoir pourquoi? Les contrats sont prêts, la conférence de presse est programmée. Je reconsidère le projet, déclara Calin, sans autre explication. Annulez la conférence. Je veux une étude complète des options de rénovation. Dites-moi ce qu'il faudrait pour lui rendre sa splendeur d'antan. La mâchoire de Xavier se crispa à peine. Le restaurer coûterait une fortune. Les profits seraient dérisoires face à une construction neuve. Les actionnaires vont se révolter. Qu'ils se révoltent, répliqua Calin le regard d'acier. Je détiens 51% du groupe. C'est ma décision. Exécutez. En quittant le bureau, le masque de Xavier se fendilla. Il traversa le couloir les poings serrés, le visage figé de fureur. Rien ne devait se passer ainsi. Tout suivait le plan. La démolition de Montclair n'était pas qu'un chantier, c'était la clé de son propre empire. Depuis des mois, il œuvrait dans l'ombre avec un promoteur concurrent transmettant des informations internes, sabotant les propositions de rénovation et gonflant les coûts de démolition pour que Calin n'ait d'autre choix que de raser l'édifice. Une fois le bâtiment détruit, ses partenaires de l'ombre profiteraient du chaos pour lancer une OPA hostile contre Groupe Al-Jaud. On lui avait promis la direction générale et une part colossale des bénéfices. Voilà près d'un an qu'il orchestrait la chute de Calin, utilisant le deuil et l'isolement du magnate comme paravent. Et maintenant, sans raison apparente, Calin avait changé d'avis. Quelque chose l'avait réveillé. Xavier devait comprendre quoi. Et il soupçonnait que tout avait commencé par la fille d'une domestique et un carré de fleurs dans un jardin mort. Le plan vacillait et il n'allait pas laisser une enfant se mettre en travers de sa route. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus de profit, mais de survie. Xavier regagna son propre bureau, un espace minimaliste, un étage plus bas. Il referma la porte, le déclic feutré sonna comme l'arrêt de mort de ses projets. Un instant, il resta immobile, le dos contre le battant, les poings si crispés que ses jointures se blanchirent. Il avait sous-estimé Calin, confondant son chagrin avec une faiblesse définitive, son apathie avec un engourdissement permanent, une erreur de débutant. Il s'approcha de la fenêtre et contempla le quartier financier, une forêt de tours symbolisant la puissance qu'il convoitait. Il avait été si près du but, les contrats rédigés, les arrangements officieux scellés l'entreprise rivale, prête à bondir, et lui Xavier Duret, prêt à s'élever. À présent, tout se défaisait. Il lui fallait comprendre la cause. Calin Al-Jaud ne prenait pas de décision par sentiment, c'était un homme de logique de profits et de pertes. Un revirement soudain sur un projet à plusieurs milliards signifiait qu'une nouvelle variable était entrée dans l'équation. Quelque chose ou quelqu'un l'avait influencé. Xavier croyait au pouvoir de l'information. Il avait bâti sa carrière sur ce que les autres ignoraient. Il appela le chef de la sécurité du domaine, un homme à sa solde. « J'ai besoin de tous les journaux d'activité des 2 dernières semaines à la résidence principale, » ordonna-t-il d'une voix froide et précise. Chaque entrée et sortie, personnel et visiteurs. Et toutes les vidéos de surveillance des jardins, surtout au sud.
Cherchez toute anomalie, tout comportement inhabituel de quiconque, en particulier de M. Aljode. Monsieur, les déplacements de M. Aljode sont généralement marqués privés. Ce n'est pas une demande habituelle, siffla Xavier. Faites-le discrètement. Il ne doit rien savoir. En quelques heures, les données affluèrent sur le serveur sécurisé de Xavier. Il passa la nuit à éplucher le flux, les yeux rivés, sur des heures d'images granuleuses, recoupant minutieusement les horodatages avec les logs d'accès. La plupart n'étaient là qu'une routine assommante. Tondeuse, camion de livraison, Clara Maillot allant et venant des logements du personnel. Puis il tomba dessus. D'abord, une apparition isolée de câlin marchant dans le jardin sud tard dans la nuit. Xavier zooma. Il vit le vacillement d'une lanterne. Il vit la fille de la domestique. Il observa muet l'échange sous la lune. Il vit câlin réactiver les arroseurs. Son sang se glaça. Il creusa davantage et trouva d'autres séquences. Câlin assis sur le banc avec la fillette câlin, lui offrant un livre. Il les vit parler jour après jour. Cette petite fille, cette enfant insignifiante d'une domestique était la variable. Elle avait d'une manière ou d'une autre creusé un passage à travers le cœur fortifié de Câlin, et y avait planté une graine de doute, une graine qui venait de coûter à Xavier Duret tout son avenir. Une rage froide et calculée s'installa en lui. Son plan n'avait pas échoué, il avait simplement rencontré un obstacle qu'il fallait éliminer. Il ne pouvait pas s'en prendre à l'enfant, bien sûr, ce serait trop visible, trop risqué. Mais Clara Maillot, c'était différent. Employée loyale, mère célibataire, dépendante du bon vouloir de Khalil Al-Jaoud, une femme qu'on pouvait faire disparaître sans trop de difficultés. Son esprit se mit à tourner, élaborant un plan plus sombre, plus impitoyable. Il la piégerait. Le vol était toujours une accusation simple et efficace. Il suffirait de placer un objet précieux dans ses affaires, quelque chose que Câlin remarquerait immédiatement, un des colliers d'émeraude d'Élise peut-être. La découverte semblerait accidentelle, issue d'un contrôle de routine de la sécurité. Clara serait renvoyée, déshonorée, contrainte de quitter le domaine sur le champ. Sans la mère, la fille partirait aussi. La source de l'infection serait supprimée. Et Câlin, de nouveau isolé, redeviendrait l'homme froid et prévisible qu'il avait toujours été. Xavier n'aurait plus qu'à réintroduire subtilement le projet de démolition avec quelques modifications de façade et tout rentrerait dans l'ordre. C'était une solution parfaite et élégante. Il ne lui manquait que l'occasion. Ignorant le serpent qui se levait dans sa propre maison, Khalil Al-Jaoud retrouvait un sens à sa vie qu'il n'avait pas ressenti depuis l'accident. Annuler la démolition n'était que la première étape. Il regardait désormais le jardin négligé, non plus comme un rappel douloureux de sa perte, mais comme un projet, un moyen d'honorer la mémoire d'Élise et de se rapprocher de la petite fille qui lui avait rappelé ce que c'est que de se soucier de quelque chose. Il appela l'intendant du domaine. « Je veux que le jardin d'Élise soit entièrement restauré », ordonna-t-il. « Aucune dépense épargnée. Je veux qu'il redevienne exactement comme lorsqu'elle était encore en vie. Engagez les meilleurs architectes paysagistes, les meilleurs botanistes. Faites-le et faites-le bien. » Mais il ne se contenta pas de donner des ordres. Le samedi suivant, il quitta son costume hors de prix pour enfiler un simple pantalon et un polo. Il descendit au jardin où une équipe de jardiniers s'affairait déjà à dégager les broussailles et préparer la terre. Léa observait les hommes bruyants avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle montait la garde devant son petit carré de soucis, craignant qu'il ne soit arraché dans la grande restauration. « Ils ne toucheront pas à tes fleurs », dit Câlin derrière elle, la faisant sursauter. « J'ai donné des instructions précises. Ce carré doit rester intact. » Puis il fit quelque chose d'encore plus inattendu. Il attrapa une petite pelle de jardin. « Je crois que cette partie est pour les rosiers, » dit-il en consultant un plan. Ma femme était très exigeante à leur sujet. Elle disait
Il faut creuser profondément pour leur donner de solides racines. Il s'agenouilla dans la terre, posture maladroite et inhabituelle, et commença à creuser. Léa l'observa un moment, puis prit une petite truelle et se mit à creuser à ses côtés. « Il faut leur parler, vous savez, » dit-elle avec naturel. Câlin leva les yeux un peu perplexe. « Leur parler. »« Aux rosiers, » précisa-t-elle. « Il faut leur dire qu'ils seront beaux. Ça les aide à pousser. » Ainsi, le milliardaire, un homme capable de diriger des armées d'avocats et de cadres, passa sa matinée à gratter la terre aux côtés d'une fillette de 8 ans, murmurant des encouragements à des rosiers qui n'existaient pas encore. Pour la première fois, il parla à Léa d'Élise. Il lui raconta comment son épouse avait imaginé elle-même le jardin, comment elle connaissait le nom de chaque fleur, comment elle passait des heures assises sur le banc de pierre à lire. « Elle t'aurait aimé, » dit Câlin. L'aveu flotta entre eux lourd et sincère. « Elle aurait adoré ce que tu as fait avec les graines. » Pendant qu'il travaillait, Clara arriva à la recherche de sa fille, l'air inquiet. Elle s'arrêta net devant la scène sa fille, et le plus puissant des hommes qu'elle ait jamais connu, assis dans la terre, les mains et les vêtements tachés riant. Câlin venait de raconter une anecdote sur le jour où il avait voulu aider Élise à planter un arbre et avait par mégarde déterré un tuyau d'arrosage inondant tout le jardin. Le son de son propre rire le surprit autant que Clara. Elle ne l'avait jamais entendu rire. Elle ne l'avait jamais vu sourire. Elle resta là un long moment, la gorge nouée, observant l'homme qu'il avait dû être avant la tragédie et l'effet profond, innocent et totalement involontaire que sa fille avait sur lui. Un élan de fierté la traversa aussitôt, suivi d'une pointe d'inquiétude. Le monde des hommes comme Câlin Al-Jawd était dangereux. Elle espérait de tout son cœur que la gentillesse de Léa ne la mettrait pas en danger. Sa crainte était plus fondée qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Quelques jours plus tard, Xavier Duret trouva enfin son occasion. Câlin était absent pour la journée, parti visiter le bâtiment Montclair avec une équipe d'experts en restauration historique. Xavier savait que les tâches de Clara Maillot incluaient le grand nettoyage hebdomadaire de la suite principale, y compris le dressing, où les affaires d'Élise étaient conservées intactes comme des reliques dans un musée. Utilisant sa carte de maître, il entra discrètement dans le penthouse. Il se déplaçait avec assurance, le cœur battant un rythme lent et glacé. Il alla directement au coffre privé de Câlin, dont il connaissait la combinaison privilège, réservée à lui et à son patron. À l'intérieur rangé dans des écrins de velours, reposaient les bijoux d'Élise. Il choisit un somptueux collier d'émeraude, cadeau que Câlin lui avait offert pour leur dernier anniversaire. Une pièce célèbre, immédiatement reconnaissable, et dont Câlin remarquerait sans nul doute la disparition. Ensuite, il se rendit dans les logements du personnel, un lieu où il n'avait jamais mis les pieds. Le couloir était modeste, propre, parfumé au citron. Il trouva la porte marquée. Maillot s'assura que le couloir était vide, puis entra. L'appartement était petit, mais soigné. Un dessin d'enfant, représentant un soleil souriant, était collé sur le réfrigérateur. Un fauteuil usé, mais confortable, trônait dans un coin à côté d'une pile de livres empruntés à la bibliothèque. Sur la table de chevet, un cadre montrait la photo d'un vieil homme élégant en uniforme militaire, l'arrière-grand-père de Léa. La scène était si ordinaire, si paisible, qu'elle fit presque hésiter Xavier. Presque. Il entra dans la chambre de Clara, ouvrit son armoire et glissa soigneusement le collier d'émeraude dans la poche d'un vieux manteau d'hiver. C'était une cachette parfaite, pas évidente, mais sûre d'être découverte lors d'une inspection. Son œuvre accomplie, il quitta les lieux aussi silencieusement qu'il était venu. Il ne restait plus qu'à attendre un jour ou deux avant de découvrir le vol. Il proposerait alors un contrôle de sécurité discret, feignant de s'inquiéter pour la vie privée de Câlin.
Le collier serait retrouvé. Clara serait renvoyée, la fillette partirait avec elle, et le monde reviendrait à sa juste place. Ce soir-là, Callan rentra chez lui plein d'énergie. Les architectes s'étaient montrés enthousiastes à propos du bâtiment Montclair. Ils avaient loué sa structure solide, son caractère intemporel, et présenté des croquis préliminaires montrant comment intégrer la technologie moderne tout en préservant la façade historique. Le projet n'était plus une question de profit, mais d'héritage, d'un hommage à son père. Il se rendit directement au Jardin d'Élise. La transformation était déjà impressionnante. Les mauvaises herbes avaient disparu. Les allées pavées brillaient, la terre au centre avait été enrichie. Le petit carré de Léa, avec ses soucis oranges et ses volubilis bleus, se démarquait comme un phare de couleur. Il la trouva là, arrosant ses fleurs avec un véritable arrosoir, un cadeau d'un des jardiniers. « C'est encore plus beau », dit-il en désignant le jardin tout entier. « Il va devenir le plus beau jardin du monde », répondit Léa avec assurance. Callan sourit. Il commençait à la croire. « J'ai quelque chose pour toi », ajouta-t-il. Il lui tendit une boîte longue et plate. Léa l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, sur un lit de satin, reposait une petite pelle et une truelle en argent. Sur le manche de chaque outil, son prénom était gravé « Léa ». Ses yeux s'écarquillèrent. Elle n'avait jamais rien possédé d'aussi beau. « Pour moi », murmura-t-elle. « Un vrai jardinier a besoin de vrais outils », dit doucement Callan. « Merci Léa de m'avoir rappelé comment construire au lieu de seulement détruire. » Ce fut un moment de pure connexion sans masque. Un milliardaire et la fille d'une domestique, debout dans un jardin à moitié restauré, unis par un projet commun et une compréhension silencieuse. Pour Callan, c'était un instant de guérison profonde. Pour Léa, une simple joie d'enfant. Mais planant au-dessus d'eux invisible et silencieuse, l'ombre de la trahison de Xavier s'apprêtait à s'abattre et à briser leur fragile univers. Le lendemain après-midi, Xavier mit en œuvre la phase finale de son plan. Il entra dans le bureau de Callan, affichant une expression de préoccupation parfaite. « Callan, pardonnez-moi de vous déranger », commença-t-il. Mais en vérifiant le registre trimestriel d'assurance de vos biens personnels, j'ai remarqué une irrégularité. Le collier d'émeraude d'Aljode y est listé, mais je ne me souviens pas l'avoir vu dans le coffre lors de notre dernière mise à jour d'inventaire. Le front de Callan se plissa. « C'est impossible. Il est toujours dans le coffre. »« Peut-être, » répondit Xavier avec douceur. « Mais avec tout le personnel supplémentaire mobilisé pour la restauration du jardin, il serait peut-être prudent de vérifier sa présence pour les assurances. » « Bien sûr. » À contre-cœur, Callan acquiesça. Ils se dirigèrent vers le coffre. Callan tourna la molette, ouvrit la lourde porte. Xavier observait le visage impassible, tandis que Callan fouillait parmi les écrins de velours. Une minute plus tard, Callan releva la tête, le visage sombre. « Il a disparu », dit-il d'une voix basse rauque. La chaleur qui s'était doucement installée dans la vie de Callan ces dernières semaines s'éteignit d'un coup, remplacée par la glace familière du soupçon et du commandement. « C'est une violation grave », déclara Xavier Duret d'un ton solennel. « Cela ne peut être qu'un vol interne. Le coffre n'a pas été forcé. Seuls vous et moi connaissons la combinaison. »« Que suggérez-vous, Xavier ?» demanda Callan, le regard dur. « Je suggère que quelqu'un ayant accès au penthouse ait trahi votre confiance, » répondit-il avec prudence. « Nous devrions autoriser une fouille discrète et silencieuse des logements du personnel. C'est le seul point de départ logique. » Callan hésita. Son esprit alla aussitôt vers Clara et Léa. C'était impossible. Et pourtant le collier avait disparu. La logique froide de son ancienne vie, celle d'un milliardaire qui avait déjà connu la trahison, refit surface. La confiance était un luxe, et il avait été négligent. « Faites-le », dit Callan, la gorge serrée, les mots lui brûlant la bouche.
discrètement. Je ne veux pas de panique. Mais retrouvez ce collier. Xavier hocha la tête, une lueur de triomphe traversant brièvement ses yeux avant qu'il ne la masque. Bien sûr, Caline, je m'en charge personnellement. Il quitta le bureau, le cœur battant de satisfaction. Tout fonctionnait. Tout se déroulait à la perfection. Le court chapitre de la fillette dans la vie de Callan Aljode allait se clore brutalement. La fouille commença 1 heure plus tard. Xavier, accompagné de 2 agents de sécurité triés sur le volet, parcourut les logements du personnel avec un air grave et professionnel. Il leur avait ordonné d'être méticuleux, mais poli, une mise en scène destinée à renforcer aux yeux de Callan son image d'homme loyal et réticent à accuser. On frappa aux portes. On entra dans les chambres. On présenta des excuses pour le désagrément d'une vérification nécessaire. La plupart du personnel conscient de la valeur des objets conservés dans la résidence principale coopéra avec nervosité. La dernière pièce de leur liste était celle de Clara Maillot. Elle ouvrit le front plissé d'incompréhension. « Quelque chose ne va pas », demanda-t-elle en essuyant ses mains sur son tablier. À l'intérieur, Léa était assise à la table, concentrée sur un dessin de jardin qu'elle coloriait soigneusement. « J'en ai bien peur, Clara », dit Xavier, la voix faussement compatissante. Un objet précieux a disparu du coffre privé de M. Aljode. Nous procédons à une vérification de routine dans les logements du personnel. Ce n'est qu'une précaution. Le visage de Clara pâlit. Disparu? Bien sûr, entrez fouiller où vous voulez. Elle était innocente, sans rien à cacher. Elle s'écarta le cœur battant, envahi par une angoisse sourde. Léa observa les grands hommes en uniforme envahir son petit foyer. Elle regarda tour à tour leur visage sévère et celui de sa mère inquiet. Ses petits doigts se crispèrent sur ses crayons, une boule de peur lui nouant le ventre. Xavier dirigeait la fouille. Un garde inspectait le salon exigu. L'autre s'était rendu dans la chambre. Xavier lui restait dans l'embrasure de la porte, observant Clara dont la contenance commençait à se fissurer. « Nous avons presque terminé », lança le garde depuis la chambre. « Je vérifie juste l'armoire. » Un silence tomba. Puis, « Monsieur, vous devriez voir ceci. » Xavier entra. Clara le suivit, les jambes tremblantes. Le garde tenait son vieux manteau d'hiver bleu foncé. D'une de ses poches, il sortit lentement le collier d'émeraude. Les pierres vertes scintillaient dans la lumière tamisée, absorbant presque toute clarté, chaque gemme semblant un œil accusateur. Le temps se figea. Pour Clara, le monde vacilla. Elle fixa le bijou incapable d'en saisir le sens. C'était une apparition, une impossibilité, là dans la main du garde. « Je ne comprends pas », balbutia-t-elle en secouant la tête. « Ce n'est pas à moi. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. »« Il était dans votre manteau, madame », dit le garde d'un ton neutre et officiel. « Clara Maillot », déclara Xavier, sa voix désormais glaciale, le masque de compassion tombé. « C'est une trahison grave et honteuse de la confiance que M. Aljode avait placée en vous. »« Non !» cria Clara, la voix brisée. « Je vous jure que je ne l'ai pas pris. Je ne volerai jamais rien. Vous devez me croire. » Entendant les pleurs de sa mère, Léa accourut dans la chambre. Elle vit le collier briller et les larmes couler sur le visage de Clara. Elle ne comprenait pas, mais elle savait que quelque chose d'horrible se passait. Elle se jeta dans les bras de sa mère, l'enlaçant fermement. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? » « Prenez le collier et mettez-le sous scellé, » ordonna Xavier, au garde ignorant complètement l'enfant. « Clara, vous allez venir avec moi voir M. Aljode. Préparez vos affaires. Votre emploi ici est terminé. »« Non, je vous en supplie, » sanglota Clara à bout de force. « S'il vous plaît, Xavier, je suis innocente. Je le jure sur la vie de ma fille. » Mais le visage de l'homme resta impassible de pierre.
Il avait gagné. Il tourna les talons et quitta la pièce, laissant les gardes escorter la femme en larmes hors de chez elle. Elles furent conduites dans le bureau privé de Câline. Une vaste pièce silencieuse, bordée de livres qu'il ne lisait jamais. Câline siégeait derrière son imposant bureau de chêne, le visage impénétrable. Le collier d'émeraude reposait sur le bois poli, éclatant, comme un poison vert. Clara se tenait devant lui, tremblante. Léa s'accrochait à sa mère, le visage enfoui dans sa jupe, les épaules secouées de sanglots. « Expliquez cela », dit Câlin d'une voix basse, menaçante. Toute la chaleur que Léa avait apportée à sa vie s'était volatilisée, remplacée par le froid arctique de la trahison. Son monde venait d'être violé, et les preuves désignaient la seule personne qui, avec sa fille, s'était approchée le plus près de lui. « Monsieur, je ne peux pas, » sanglota Clara. « Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Je vous le jure, je ne suis pas une voleuse. En toutes mes années de service, vous ai-je jamais donné la moindre raison de douter de mon intégrité. » Le regard de Câlin ne vacilla pas. Jusqu'à aujourd'hui, non. Mais les faits sont accablants. Vous aviez accès. Vous étiez proche. Et le collier a été retrouvé en votre possession. Quelqu'un l'y a mis, supplia Clara, la voix rauque de désespoir. C'est une erreur, un piège. Derrière son bureau, le monde de Câlin redevenait une équation simple et brutale. La confiance avait été donnée, puis trahie. La douleur était vive, non seulement à cause du vol, mais parce qu'il y voyait la confirmation de sa plus sombre conviction, tout le monde finit par vous décevoir. Et le fait que cette trahison soit liée à la petite fille qui commençait à le guérir rendait la blessure 1000 fois plus cruelle. Il se sentait idiot, un vieil imbécile sentimental qui avait baissé la garde et en payait le prix. Xavier, debout près de la porte, observait la scène avec une satisfaction sinistre. Câlin redevenait lui-même froid, décisif, contrôlé. L'homme qu'il savait manipuler. « Il faut prévenir les autorités », dit-il calmement d'un ton ferme. « C'est un délit grave. » À ces mots, Léa leva enfin les yeux. Son visage était pâle, strié de larmes. Elle regarda au-delà de sa mère en pleurs, au-delà des gardes impassibles droit vers Câlin. Elle lâcha la jupe de sa mère et fit un pas en avant. « Le roi triste ne ferait pas ça, » dit-elle, d'une petite voix qui fendit le silence. Les yeux de Câlin se braquèrent sur elle. Ce surnom qu'elle lui avait donné, né d'une innocence pure, sonnait désormais comme un jugement. « Ma maman n'est pas une voleuse », poursuivit Léa, la voix tremblante mais claire. Mon arrière-grand-père était un héros. Il a eu une médaille parce qu'il disait toujours la vérité. Nous, on ne vole pas, on est des maillots. Elle prononça le nom comme un bouclier, une déclaration d'honneur impossible à entacher. Pendant un instant suspendu, Câlin vacilla. Il croisa les yeux ardents et sincères de la fillette, les yeux de celle qu'il avait vue non pas comme un milliardaire, mais comme un homme triste ayant besoin d'une fleur. Il y vit une foi absolue en l'innocence de sa mère. Une fissure se forma dans l'armure de son cynisme. Et si elle avait raison, et si c'était une erreur, Xavier perçut l'hésitation. « Vous devez agir vite, Câlin, » dit-il, la voix douce persuasive. « L'enfant est bouleversée. Elle ne comprend pas. Mais pensez à votre position. Si vous laissez passer cela, tout votre personnel croira que vous êtes faible, une cible facile. C'est une question de sécurité de principe. » Ces mots étaient la voix du passé de Câlin, celle de la force du contrôle de la logique implacable qui avait bâti son empire. Ils étaient familiers, rassurants. Les paroles de la fillette, elles parlaient de confiance de foi, de vulnérabilité émotionnelle, et ces choses ne lui avaient apporté que de la souffrance. Câlin ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, la glace était revenue plus dure encore. Il avait pris sa décision.
Je ne préviendrai pas la police, dit-il, et pendant une seconde, le cœur de Clara se gonfla d'espoir. Le scandale serait gênant. Il marqua une pause, son regard se durcissant. Mais vous quitterez le domaine immédiatement. Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires sous supervision. Vous signerez une clause de confidentialité et en échange, je ne porterai pas plainte. C'est ma décision finale. L'espoir dans la poitrine de Clara s'effondra, remplacé par une pierre glaciale de désespoir. Ce n'était pas une justice, mais une exécution administrative. Elle était effacée. Mais où irons-nous ? Murmura-t-elle, vidée confrontée à la réalité terrible, mère célibataire sans emploi, sans logement, sans référence. Ce n'est plus mon problème, dit Calin en reportant son attention sur les papiers de son bureau. Le ton était celui d'un renvoi. Xavier voyait cela. Maman, chuchota Léa, tirant la main de sa mère. Qu'est-ce qui se passe? Clara s'agenouilla et la serra fort contre elle, essayant de la protéger du désastre. Il faut qu'on parte, ma chérie, dit-elle la voix nouée. On va faire un petit voyage. Alors que les gardes les escortaient hors du bureau, Léa se retourna une dernière fois. Calin ne les regardait pas. Il fixait le collier d'émeraude sur le bureau, le visage de marbre. Il n'avait plus l'air d'un roi triste, seulement vide. 1 heure plus tard, un taxi s'éloignait de l'entrée de service du domaine Al-Jaoud. À l'intérieur, Clara tenait sa fille contre elle, le regard perdu vers la vie qu'elle laissait derrière. Léa restait silencieuse, serrant dans sa main sa petite pelle d'argent. Elle ne pleurait pas. Elle était une Maillot, et les Maillots étaient solides, mais au fond d'elle, Léa ne comprenait pas comment quelque chose, né d'une graine de bonheur, avait pu finir en un tel gâchis épineux. De retour au Penthouse, Calin se tenait près de la fenêtre, le collier d'émeraude froid dans la main. Il avait fait ce qui était logique, ce qui était nécessaire. Il avait protégé ses biens et rétabli l'ordre. Il avait coupé le pourri. Alors pourquoi se sentait-il comme s'il venait de s'amputer lui-même du cœur? Il baissa les yeux vers le jardin. Les nouvelles plantations étaient en place. Les fontaines coulaient, et au centre brillait une tache vive d'orange et de bleu, les fleurs de Léa fière vivantes, et d'une beauté insoutenable dans la lumière déclinante. Le jardin revenait à la vie, mais l'homme qui en était le propriétaire sombrait de nouveau dans les ténèbres. Le silence du Penthouse redevint plus lourd et plus profond que jamais. Xavier avait gagné. La variable avait été supprimée, et Calin Al-Jaoud était à nouveau seul. Les jours suivants ramenèrent à l'ancien silence, mais d'une nature différente et plus malfaisante auparavant, c'était le silence du vide. Maintenant, c'était le silence d'une conscience coupable. Calin supervisa l'achèvement de la restauration du jardin commémoratif, une réussite unanimement saluée, fontaines dansantes, fleurs exotiques, épanouies, rosiers prospères. Mais tout cela fut une victoire creuse. Il arpentait les allées immaculées et ne voyait plus la mémoire d'Élise, seulement le fantôme d'une petite fille avec une pelle d'argent. Le carré de soucis et de volubilis de Léa demeurait au centre un témoignage joyeux d'une bonté qu'il avait rendue par une injustice brutale. Et leur vue le tourmentait chaque jour. Il tenta de s'immerger dans le travail. Avec Clara et Léa parties, Xavier recommença subtilement à promouvoir la démolition du bâtiment Montclair, arguant que la décision initiale de Calin était la bonne. Calin écoutait le visage de Pierre, mais les arguments n'avaient plus la même emprise. Les paroles d'adieu de Léa résonnaient dans le silence de son esprit. Mon arrière-grand-père était un héros. Nous sommes des Maillots. C'était une déclaration d'identité, un honneur hérité qu'elle croyait inébranlable. Calin l'avait traité de naïveté d'enfant, mais elle le hanta. Une nuit incapable de dormir, il se retrouva dans sa bibliothèque privée et, sur un caprice, tapa un nom dans la barre de recherche, Sergent Henri Maillot. Les résultats furent immédiats. Le sergent Maillot n'était pas seulement un ancien combattant,
C'était un héros décoré titulaire de la Croix de guerre pour sa bravoure. Calin lut des articles et des dossiers militaires retraçant une vie conduite selon un code strict d'honneur. Il vit des photos d'un homme fier, aux yeux bienveillants, les yeux de Léa. Il sut avec une certitude glaciale que la petite fille d'un tel homme ne pouvait pas être une voleuse. Il avait commis une erreur terrible. Sa réalité commença à se fissurer. Si Clara était innocente, le collier avait été placé là. Il n'y avait qu'une autre personne ayant le savoir et l'accès pour le faire. Sa mémoire rejoint les événements récents. La pression de Xavier pour démolir sa découverte opportune du vol, sa manipulation soigneuse de la colère de Callen, tout s'emboîta. Un macabre puzzle de trahison se dessina. Le lendemain matin, Callen se rendit au centre de sécurité. « Je veux les relevés de surveillance non édités de la semaine passée », dit-il au nouveau chef de la sécurité. Toutes les caméras, chaque entrée par badge. Seul dans la salle de contrôle, plongé dans l'obscurité, il passa des heures d'images et le trouva un bref extrait de 2 minutes montrant le couloir des logements du personnel où Xavier jeta des regards furtifs avant d'utiliser sa carte maître pour pénétrer dans l'appartement de Clara Maillot. Il en ressortit moins d'1 minute plus tard, l'air calme et assuré. C'était la preuve muette irréfutable d'une trahison si profonde qu'elle coupa le souffle à Callen. Il convoqua Xavier dans son bureau. Celui-ci entra souriant avec assurance, tenant un dossier. « Callen, j'ai les contrats révisés de démolition, asseyez-vous », dit Xavier d'un ton mielleux. La voix de Callen resta basse, mais elle portait un tranchant mortel qui fit vaciller le sourire de Xavier. Sur le grand écran derrière le bureau, la vidéo commença. Le visage de Xavier devint livide. Les dossiers lui glissèrent des mains. « Tu as été mon conseiller le plus proche pendant 10 ans, » déclara Callen d'une voix dangereusement douce. « Je t'ai traité comme un frère et tu as profité de mon deuil pour tenter de me détruire. » Xavier bafoua des mots confus. « Callen, ce n'est pas ce que cela semble être, j'enquêtais. » « Ta comédie s'arrête, » coupa Callen en se levant. Il n'était plus le roi triste. Il était un titan réveillé et furieux. « Tu as piégé une femme et son enfant. Tu as essayé de me manipuler pour effacer l'héritage de mon père. » C'était une prise de contrôle. Le silence de Xavier fut sa confession. Sécurité. Le rugissement de Callen résonna dans le penthouse. 2 agents entrèrent. Exfiltrez cet homme des lieux. Il ne doit rien emporter. Ses avoirs seront gelés et mon équipe juridique le contactera. Xavier fut emmené son empire de mensonges réduit en poussière. La fureur retomba, laissant Callen avec une honte profonde et écrasante. Il avait laissé son chagrin l'aveugler et une famille innocente en avait payé le prix. Réparer les dégâts ne suffisait pas. Il devait chercher le pardon. Callen engagea les meilleurs détectives privés du pays. « Trouvez Clara et Léa Maillot », ordonna-t-il. « Peu importe le coût. » La recherche dura 1 semaine. Enfin, l'appel arriva. Elle vivait dans un petit appartement délabré à environ 80 km de là. Clara travaillait en double poste comme serveuse dans un diner. Callen s'y rendit lui-même au volant d'une simple berline. Il se sentait indigne d'approcher ces 2 vies brisées en portant encore les symboles de la richesse qui les avaient condamnées. L'immeuble était triste, les murs ternis par le temps. Il frappa à la porte du 3B. Clara ouvrit. En le voyant, son visage passa de la stupeur à la peur. Elle tenta aussitôt de refermer. « S'il vous plaît », dit Callen, la voix chargée d'une humilité qu'il n'avait jamais connue. « Clara, je suis venue m'excuser. » Léa s'approcha et regarda derrière sa mère. Il n'y avait ni colère ni peur dans son expression, seulement une tristesse calme, une déception silencieuse. « J'ai commis une terrible erreur, » commença Callen. « Je sais ce que Xavier a fait. Il vous a piégé. J'ai la preuve.
Il n'existe aucun mot pour exprimer à quel point je suis désolé. J'ai été un imbécile aveugle et arrogant, et vous en avez payé le prix. Je suis venu vous demander pardon, même si je ne le mérite pas. Clara le fixa, les larmes d'épuisement emplissant ses yeux. « Savez-vous ce que cette semaine a été pour nous ?» murmura-t-elle. « Chercher un toit, un travail tenté d'expliquer à ma fille pourquoi le monde peut être si injuste. »« Je sais, » répondit Câlin, la voix tremblante, « et je suis ici pour réparer quoi qu'il en coûte. » Il lui proposa tout son poste à nouveau, avec une augmentation, un appartement neuf, un fonds d'études pour Léa. Clara resta silencieuse. Alors Léa passa devant sa mère et s'avança vers Câlin. Elle tenait un petit pot de terre où poussait un souci orange éclatant. « Celui-là vient d'une graine que j'ai gardée, » dit-elle en le lui tendant. « On ne doit pas laisser une mauvaise herbe gâcher tout le jardin. Il faut juste l'arracher et continuer à faire pousser les autres. » Ces mots simples et lumineux brisèrent entièrement le monde soigneusement reconstruit de Câlin Al-Jawd. Il s'agenouilla non pas comme un magnate, mais comme un homme repentant, et des larmes coulèrent sur son visage. Il avait tout perdu, 5 ans plus tôt, mais à cet instant, il commença enfin à se retrouver. 6 mois plus tard, le Jardin d'Élise était devenu un joyau public, un don à la ville au nom de son épouse. Clara avait retrouvé sa place comme intendante principale, et le bâtiment Montclair était en cours de restauration pour devenir un musée d'histoire urbaine. Sa grande galerie portait désormais un nom « Salle d'honneur », Sergent Henri Maillot. Par un après-midi ensoleillé, Câlin s'assit sur le banc de pierre. Il n'était plus un roi triste, mais un homme en paix. Il regardait Léa désormais, assistante principale du jardin, montrer à d'autres enfants comment planter des bulbes de tulipes. Elle courut vers lui, les joues tachées de terre. « Ils s'y prennent mal », chuchota-t-elle d'un air conspirateur. « Ils ont oublié de parler aux fleurs. » Câlin éclata de rire, un vrai rire profond, qui atteignit ses yeux. « Alors, dit-il en se levant, je crois qu'ils ont besoin d'une experte. » Il marcha à ses côtés, main dans la main vers le parterre de fleurs. Il avait appris la leçon la plus difficile de sa vie, qu'un seul euro placé entre les mains d'un cœur pur valait mieux qu'1 milliard dans celle d'un cœur vide. On ne pouvait pas acheter le bonheur, mais on pouvait planter ses graines. Et avec assez de soin, ces graines pouvaient fleurir en un avenir plus beau que tout ce qu'il aurait jamais osé imaginer. Et c'est là que nous conclurons notre histoire. Chaque fois que j'en partage une, j'espère qu'elle vous permet de vous évader un instant, de flotter hors du quotidien. Dites-moi ce que vous faisiez en l'écoutant, peut-être en rentrant du travail, lors d'une balade nocturne ou simplement en vous détendant. Laissez un mot en commentaire, je les lis tous. Et si vous souhaitez qu'on se retrouve pour la prochaine histoire, un j'aime et un abonnement font toute la différence. Merci d'avoir passé ce moment avec nous